Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Quelle cohabitation entre les réfugiés et la population des pays hôtes dans les régions des Grands Lacs? Voici le sujet autour duquel tourne le débat Mosaïque d'aujourd'hui. 276 sur 16 000 réfugiés burundais du camp de Mulongwe ont été rapatriés le 12 septembre de cette année par la frontière de Kavimvira. Ces réfugiés disent être contents de retourner dans leur pays au regard des conditions difficiles menées dans ce camp. À titre d'exemple, le 8 août 2024, les réfugiés burundais qui ont loué des terres pour cultiver à Mulongwe, Bumba, Kaseke, Katalukulu et Adra n'ont pas eu le droit de récolter leur manioc, riz, tomates et haricots. Qu'à la place, ce sont des Congolais qui ont récolté les champs qu'ils n'ont pas cultivés. Et fin juillet dernier, le roi du groupement Basimukuma Sud et le chef du secteur d'eau Mutambala ont exigé aux réfugiés de fermer les marchés dans le cas et d'aller installer leur stand au marché externe du camp. Alors ce rapatriement a eu lieu après la visite d'une délégation congolaise dans le cadre de GoNC. Ici, de nombreuses questions se posent. Pourquoi un rapatriement de seulement 2% des réfugiés burundais habitant le camp de Mulongwe? Quel est le sort des 98% restants au camp? Quid de la survie des réfugiés dans la région des Grands Lacs? Les réfugiés ont quel droit dans les pays d'accueil? En cas de désaccord entre les réfugiés et la population des pays hôtes, quel est le rôle des États dans la résolution du conflit et comment assurer une bonne cohabitation entre les réfugiés et les populations des pays hôtes dans les régions des Grands Lacs? Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat Mosaïque d'aujourd'hui, animé par Vestine Boutoï pour le compte de la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Bénévolencia. Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Il y a le directeur général et chargé du rapatriement au sein du ministère de l'Intérieur, Nestor Bimenyimana. Bonjour et bienvenue. Et bonjour madame, je salue les camarades que nous partageons le plateau. Je salue également tous les téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Merci. Il y a également Dominique Seseka qui est ancien réfugié. Monsieur Dominique, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Enfin, nous avons Rémi Avialimana, expert en résolution pacifique des conflits. Monsieur Rémi, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour aussi à ceux avec qui nous allons échanger sur le sujet. Pour ouvrir le débat, la première question s'adresse à monsieur le directeur général et chargé du rapatriement, monsieur Nestor Bimenyimana. Combien de réfugiés burundais que vous avez en RDC? Merci madame pour la question. C'est une question qui est sensible parce que, comme vous savez, les réfugiés sont d'une part géré dans le cadre humanitaire par le HCR, mais aussi quand il est encore le réfugié, il est obligatoirement géré par le pays d'accueil. Le réfugié est géré par le pays d'origine le jour du rapatriement. Toutefois, dans le cadre de la gestion des affaires humanitaires, nous partageons les statistiques des réfugiés avec les pays d'asile. Dans ce sens, vous demandez combien de réfugiés que le Burundi dispose en RDC. Pour l'instant, je peux vous dire que ça tourne autour de 57 000. Ça peut varier un peu parce qu'il y a des rapatriés spontanés qui viennent spontanément comme ça. Même ce matin, j'ai eu l'écho de 2 réfugiés qui rentrent à partir de la RDC, qui rentrent volontairement. Donc il y a une petite différence. Mais les réfugiés que le Burundi dispose en RDC tournent autour de 57 000, tout en soulignant que
le processus de rapatriement continue. Malheureusement, hier, nous avons raté un convoi qui devrait arriver avec plus de 500 rapatriés. En provenance de la RDC? Oui, en provenance de la RDC. Donc, il y a eu un défi technique. Il y a eu un défi technique. Donc, on a raté ce convoi. Mais pour la semaine prochaine, il y a toujours les convois qui viennent à partir de la RDC. Ce qui veut dire que le processus continue. Prenons le cas d'Omlongwe. Pourquoi avez-vous rapatrié seulement 2% sur 98% autres? Bon, au Congo, nous avons 2 camps qui hébergent les Burundais, les réfugiés burundais. Nous avons le cas de Morongwe, nous avons le cas de Lusenda. Une grande partie se trouve à Lusenda. À Morongwe, c'est tout près du lac Tanganyika, à quelques kilomètres. C'est dans la région d'Obalaka. Moi-même, j'ai visité les 2 camps. Nous avons les réfugiés qui tournent autour de 17 000 au cas de Morongwe. Alors, vous demandez pourquoi le rapatriement de 2%. C'est normal. D'abord, il faut noter que le rapatriement est volontaire. S'il n'y a pas de candidats, on ne fait pas le rapatriement. Parce que on est toujours dans cet aspect de volontariat dans le processus de rapatriement. Si nous avons rapatrié 2%, c'est que ce sont des candidats qui avaient été prononcés pour le rapatriement. S'il n'y en a pas, donc comme je disais, on ne fait pas le rapatriement. Toutefois, on est obligé, comme le pays d'origine, en même temps, le pays qui souhaite le rapatriement de ses fils et filles pour venir au Burundi, nous sommes obligés d'aller faire les sensibilisations. Nous remercions beaucoup les pays d'asile parce qu'ils ont chaque fois facilité notre demande pour aller faire les facilitations. Ce n'est pas toujours le cas. Il peut arriver qu'un pays refuse les missions de sensibilisation. Mais pour l'instant, pour le moment, tous les pays d'asile, vraiment, ils ont facilité la sensibilisation au retour. Et quel est le sort de ces 98% qui restent au camp de Mulongwe? Je vous disais tantôt que le processus continue. Sauf que hier, nous avons raté le convoi, comme je le disais. La semaine prochaine, il y aura un convoi. Donc, le processus continue. C'est question du temps. On va continuer le rapatriement jusqu'à ce que tous les Burundais soient rapatriés. Mais tout en gardant que dans le caractère volontaire reste de mise. Oui. Je reviens vers vous, Monsieur Dominique, et vous avez été réfugié. C'était en quelle année? D'abord, il faut bien préciser que je fus réfugié de 1972. Là, j'étais enfant. Mon papa a pris le large et est allé vers le Zaïre à l'époque. Et c'était donc au régime de Michombero. Mais quelques temps après, c'est-à-dire avec le régime Bagaza, nous sommes rentrés au pays. Et quand je suis resté au pays avec le régime Bagaza, mais avec le problème de 93, avec le Ndadaye, nous avons pris le large encore une fois, vers le Zaïre. C'était en 1995. En 1996, nous avons quitté le Zaïre vers la Tanzanie. Pour combien de temps? Là en Tanzanie, là j'ai fait plus de 10 ans. Au camp de réfugiés de Mutabira. Oui. C'était quand? C'était à cette époque. Ça dit plusieurs fois j'ai quitté le Burundi. Chaque fois quand il y a ça ne va pas, je prenais le large. Je devrais prendre le fuite et partir. Puis sinon... Mais... Alors, qu'est-ce qui a motivé votre retour au pays? Je craignais quelque chose dans ce pays, quand j'ai pris le large. Quand je suis arrivé en Tanzanie, c'est vers 2004 que je suis rentré d'abord ici au pays, voir comment est la situation. Sinon, étant à l'extérieur, on entendait beaucoup de paroles et beaucoup vraiment de choses qui nous décourageaient de ne pas rentrer au pays. Mais je suis venu voir comment est le Burundi. Tout ce que je craignais à l'époque, je n'ai rien vu. Il faut dire qu'il y a des quartiers où je ne pouvais pas vraiment mettre mon pied. Sinon, on devrait m'égorger. Et je suis allé dans ces quartiers même.
Et j'ai vu qu'il n'y a pas de problème. J'ai sillonné, j'ai quitté Kamenge, Chibitoki, Ngagara, Sizale, Nyakabiga, Bouiza. J'ai dit non, mais il n'y a plus de problème. Et c'est par là que j'ai commencé à avoir une idée de rentrer. En 2005, je suis revenu pour la deuxième fois. Et les élections, quand on a élu le président fait Nkurunziza, j'étais ici. J'ai vu comment les élections se passaient, c'est pas moi, au Parlement. Et j'ai vu, voilà, on vient d'élire le nouveau président du Burundi. Toujours l'idée de revenir grandissait. Et quand je suis allé maintenant, je suis rentré là, j'ai dit même à mes frères, je ne vois pas la raison de rester toujours en refuge, alors qu'il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas menacés. Si je craignais de mourir, même là où nous sommes, il y a des gens qui mouraient. Donc, j'ai dit, bon, moi je rentre. C'est en 2006 que j'ai quitté la Tanzanie et suis rentré au pays. Après une longue période d'exil. Bon, c'était le rapatriement volontaire ou c'était ta décision? C'est-à-dire, à un certain temps, nous avons vu une délégation burundaise qui est allée en Tanzanie. Et c'était le président du Parlement, Léonce, à l'époque. Il est venu avec pas mal de gens pour quand même nous dire qu'il n'y a plus rien. Pourquoi est-ce que nous voulons rester, vous voulez rester en Tanzanie? Je me suis entretenu avec un certain Mohozi qui était journaliste. Je me rappelais de lui avec l'émission Si c'est Focus, là. On s'est entretenu en quelques mots et puis il nous a dit non, vous pouvez toujours rentrer. Il n'y a pas de problème. Alors, avec cette délégation, vraiment la nostalgie de mon pays natal. Ok. Oui. Rémi Abzalima, en tant qu'expert en résolution pacifique des conflits, qu'est-ce qui motive le rapatriement des réfugiés? Il vient d'en parler. Le DG l'avait aussi souligné, c'est d'abord ce degré de volontariat qui se fait sentir. Et le volontariat n'est motivé que justement par l'inverse de ce qui fait que les gens quittent, fuient le pays. En fait, c'est la situation interne du pays qui finalement encourage ceux qui sont à l'extérieur. Soulignons-le d'abord qu'on ne choisit pas d'être réfugié, on est contraint de se réfugier. Et une fois à l'extérieur, malheureusement, les informations que l'on a ne sont pas toujours encourageantes. Et c'est pour cette raison qu'il vient de le dire, si les opportunités se présentent pour que d'abord les autorités du pays se présentent dans ces différents camps pour expliquer qu'il y a un changement, que le pays est prêt à accueillir ses enfants, et que des efforts sont en train d'être déployés pour qu'effectivement ce qui hier faisait peur soit annulé ou tout au moins diminué. Ça, c'est très important. Mais la deuxième chose qu'il faut encourager, c'est aussi le fait qu'on prenne des gens qui sont dans ces situations de réfugiés, qui viennent vivre la situation eux-mêmes, voir comment est la situation. Vous avez compris que Dominique a été beaucoup plus encouragé lorsqu'il a dû venir vérifier, en fait, à voir que le terrain, finalement, est assez vivable. Et c'est lorsqu'il voit que la situation est différente de celle qui a fait qu'il fuit le pays, qu'il s'est finalement dit à quoi bon rester dans le camp des réfugiés alors que l'on peut bien vivre dans son pays. Voilà donc, la motivation, c'est vraiment et uniquement l'amélioration de la situation, des conditions qui ont fait que les enfants, les fils et filles du pays fuient leur pays. Si ça change positivement, vous n'avez pas beaucoup à expliquer. Ils le vivent, ils le sentent et le volontariat se développe et ils y reviennent. Monsieur Dominique, vous aviez quel statut en tant que réfugié dans la région des Grands Lacs? Moi, je suis tout simplement... Il y avait donc la guerre, il y avait des tueries. Je devrais quitter sans être... Je ne suis pas politicien, moi. Non. Simple citoyen, tout court. C'est ce que je fuis. Il y avait de l'insécurité. J'ai vu que ma vie risquait beaucoup. Je risquais de perdre ma vie. J'ai dit non. Ici, c'est pas chez moi. Pour le moment. J'ai quitté le pays. Avant de quitter le Burundi, moi, j'étais enseignant.
un petit directeur de l'école primaire, là. Alors, quand nous sommes arrivés là, nous avons dit non, nous sommes ici, mais demain nous allons rentrer chez nous. On a pu vraiment enseigner nos enfants à la burundaise, avec le programme. Alors, tout ce qu'on faisait, c'était de regarder chez nous. Alors, la population qui était là, me voyait comme un éducateur, un réfugié éducateur, et c'est fini. Monsieur le directeur général chargé du rapatriement, et même question pour vous. Chaque réfugié qui quitte son pays, c'est à cause des crises sécuritaires ou politiques. Et quid de leur statut dans la région des Grands Lacs? Bon, pour les statuts, d'abord, il faut noter que personne n'a choisi d'être réfugié. Comme mon frère ici vient de le dire, donc il a fui les tueries, l'insécurité qui sont manifestées dans sa village. Il a décidé de fuir. Le statut dépend de ce que le réfugié déclare lui-même. C'est différent alors. On peut avoir des réfugiés politiques, ça c'est le statut. Il peut être un réfugié simple, ordinaire, qui a fui l'insécurité, ça c'est le statut. Il peut être un réfugié, un migrant, qui a fui le pays à cause de désagréments, soit il a famine, soit il les aléas climatiques. Tout ça donne droit au statut. Alors, c'est de la responsabilité du pays d'asile qui détermine le statut suivant les explications du demandeur. Et dans ce cas, on te donne le statut, mais en général, tu es réfugié. Et les réfugiés ont quel droit dans leur pays d'accueil? Ah, voilà. Ça, c'est une bonne question. Les réfugiés dans les pays d'accueil ont droit régi par la Convention de 1951 et son protocole de 1965. C'est la Convention qui fait les détails de la gestion des réfugiés dans tous les pays d'asile. Leurs droits sont conviés dans cette convention-là. C'est-à-dire quoi? Normalement, le réfugié devrait jouir de droits tels que les nationaux. Sauf au cas où il y a des événements de caractère et de souveraineté, comme les élections. Là, les réfugiés sont épargnés. Mais pour l'éducation, il doit jouir l'éducation comme les nationaux. Il a droit de culte, il a le droit de cultiver, il a le droit de vivre. En tout cas, la Convention de 1951 a fait que le réfugié ait vraiment une vie dans le pays d'asile, au même titre que les nationaux, sauf, comme je le disais, sauf des événements de caractère de souveraineté. Monsieur Dominique Boufit est réfugié. Est-ce que vous aviez quel droit en Tanzanie en tant que réfugié? Si vous essayez de regarder comment est-ce que les enfants réfugiés vivaient, on avait droit, par exemple, au repas, disons, à l'alimentation. Mais donc une alimentation vraiment qui n'est pas à la hauteur d'être. C'est-à-dire, on recevait un tout petit repas qui va vous faire survivre, tout simplement, ou qui va pas vivre, mais vivoter plutôt. Il faut dire, on vivote. Et puis, l'éducation, jusqu'au primaire, puisqu'il y a l'UNICEF qui venait aider les enfants, ou même ces gens ces volontaires qui venaient enseigner ces enfants. On les aidait jusqu'au niveau primaire, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une éducation élémentaire, jusqu'en 6e, s'il peut, s'il sait écrire et lire. Et ça suffisait. Oui. Est-ce qu'on passait des tests nationaux dans ce cas? C'est-à-dire, nous avons combattu jusqu'à ce que nous ayons, donc nos enfants, aient le droit de faire le concours d'ici au Burundi. Et d'ailleurs, nous avons combattu, même l'UNICEF est venu ici au Burundi demander l'autorisation de pouvoir imprimer les livres du Burundi pour les amener au camp de réfugiés. Et après, pour nous, ça a été vraiment une réussite. Et après l'enseignement primaire, c'était quoi la suite? Après l'enseignement primaire, il y avait des lycées là. Mais
où chaque parent devrait au moins donner 1000 shillings pour payer ses professeurs. Sinon, l'éducation du secondaire ne regardait que les parents des enfants. Et c'était possible pour les réfugiés? Mais on devrait aussi se donner, puisque c'était nos enfants. On devrait faire cela. Ces petits enseignants du primaire qui recevaient un rien du tout devraient grignoter si c'est rien du tout pour aider d'autres enseignants qui vont aider nos petits frères, qui vont aider nos enfants qui sont au secondaire. Oui. Même si on faisait des dons de plaidoyer, mais en vain. Si je dis donc les droits des réfugiés, droit au repas, donc à la santé, un tout petit peu à l'éducation, autre chose, zéro. Monsieur le directeur général, et pratiquement, qu'est-ce que vous faites pour que ces réfugiés jouissent de leurs droits? Bon, en principe, c'est la Convention de 1951 qui devrait être appliquée. Mais c'est théorique. Mais ça doit être appliqué, je vous dis, hein, malgré que certains pays peuvent gérer autrement. Parce que les réfugiés sont gérés effectivement par la Convention, mais il y a d'autres lois législatives de chaque pays qui doivent guider la réglementation et la gestion du pays, la Constitution et autres. Toutefois, le pays d'origine, comme le Burundi, comment nous facilitons l'accès aux droits, les non-réfugiés pour accéder à leurs droits. D'abord, dans le cadre humanitaire, il y a 2 missions essentielles qui sont organisées régulièrement. Il y a la mission appelée GoNC en anglais. GoNC, c'est une mission que le pays d'asile organise conjointement avec le pays d'origine, parce qu'on est toujours en communication. Il organise cette mission et il doit être accompagné par un certain nombre de réfugiés. J'ai beaucoup apprécié le témoignage parce que ça m'a donné la réflexion de multiplier ce genre de missions parce que ça donne les rapatriés, le réfugié, de prendre la décision éclairée. Alors, cette mission est organisée vers le pays d'origine pour voir eux-mêmes, les réfugiés. Ils vont directement dans les communautés d'origine, voir comment la situation est améliorée, la situation sécuritaire, développement, tout ça, la cohésion sociale. Et il appréciait lui-même, après avoir les constaté donc par eux-mêmes. Et puis, il rentre dans le camp pour aller témoigner ce qu'il a vu. Alors, dans ce cas, les réfugiés, beaucoup de réfugiés, peuvent vraiment être convaincus s'ils écoutent les témoignages de leurs camarades, de leurs voisins qui étaient sur terrain, qui étaient au pays d'origine. Ils peuvent vraiment être convaincus facilement. Bon, cela, pour vous dire que le Burundi essaie de travailler, de collaborer avec les pays d'asile pour que nos réfugiés qui sont éparpillés partout dans les pays de la région, même pas dans les pays de loin, pour que nos citoyens, nos réfugiés, parce que ça reste nos citoyens malgré qu'ils sont réfugiés, nous avons un droit de regard, puissent jouir vraiment de leurs droits. Et je disais, mission GoNC, il y a une autre mission qui vient après, qui est appelée Kamentel. Kamentel, d'abord la mission GoNC a été organisée. Après, le pays d'origine décide d'aller voir les réfugiés qui sont dans les camps. Ce sont des missions que nous organisons régulièrement si les moyens logistiques et techniques nous le permettent. Donc, dernièrement, on a été en Ouganda, on a été au Rwanda, dans tous les pays de la région. En tout cas, nous avons effectué pas moins de 2 missions pour aller voir nos réfugiés. Est-ce qu'ils jouissent de leurs droits? S'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, bien évidemment, comme ils sont des réfugiés, donc il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. On va directement discuter avec le gouvernement
et présenter tous les défis racontés dans cette mission et voir comment trouver des solutions ensemble avec les deux gouvernements. Oui. Donc, on peut faire cette fois-ci une mission bilatérale entre les deux gouvernements pour discuter des défis recueillis dans la mission Kamentel organisée dans un camp, dans le camp. Et au cas contraire, qui est chargé d'assurer la suivi pour les réfugiés qui sont sur le sol burundais, si leurs droits ont été violés ou pas? D'abord, il y a le gouvernement qui est le régulateur de tout. Et vous vous limitez à quel niveau? Nous, donc, nous nous limitons à quel niveau? Le gouvernement peut aller partout, peut intervenir partout. Mais il y a les missions qui sont directement liées à l'humanitaire, qui sont réservées aux partenaires. Surtout le HCR. Surtout le HCR, il y a les missions vraiment qui sont spécifiques, qui sont dédiées au HCR pour traitement. Mais le gouvernement a droit de regard, a droit de donner ses observations. Quand vous dites le gouvernement, vous voulez dire quel ministère? Au Burundi, c'est le ministère de l'Intérieur. Ouais. Monsieur Rémi Habyarimana, en tant qu'expert en résolution pacifique des conflits, en cas de violation des droits des réfugiés, quelles sont les conséquences? D'abord, faudrait-il peut-être se poser la question de savoir pourquoi il y a les réfugiés et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y en ait plus. Nous avons dit au début que et le DG l'a bien expliqué que le retour est volontaire, ce qui est une très bonne chose. Mais justement, c'est souvent pas très facile de convaincre un réfugié de rentrer lorsqu'on ne s'assoit pas pour discuter de ce qui a fait qu'il parte. Il faut donc comprendre que les droits du réfugié dans son pays d'asile dépendent de l'aisance de son pays d'origine, parce que c'est lui finalement qui doit veiller sur ses droits. Or, souvent, le fait même que ce réfugié ne veuille pas rentrer, cela devrait dire clairement qu'il se pose des questions qui n'ont pas de réponse. Et le travail à ce niveau-ci n'est pas très bien fait. Le volontariat s'annule, diminue, tendant vers l'annulation. En d'autres termes, vous comprenez que les droits des citoyens réfugiés, ils sont en fait directement liés avec l'attention que son pays d'origine tient sur lui. Or, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce réfugié, souvent, est à l'extérieur parce que, en d'autres termes, s'il avait une liberté de dire clairement la raison pour laquelle il a fui le pays, il attaquerait le pouvoir en place. Et demander à la personne qui est pointée du doigt de faire respecter les droits de celui qui l'a fui, il y a une contradiction. Donc, le rapatriement est compliqué par ce fait même qu'il n'y a pas de franc-parler entre les deux. Les deux, je vais dire, le pouvoir qui est pointé du doigt par le réfugié et le réfugié qui se dit « est-ce que je vais vérifier ?» Voilà, alors, c'est lorsque donc les efforts très remarquables sont faits par le pouvoir en place pour convaincre le réfugié que les choses commencent à changer. Et c'est en ce moment-là que lorsque, comme le DG l'a si bien dit, les missions GONC se multiplient, c'est une façon de dire, est-ce que vous pouvez aussi venir voir, voilà, Kamentel de la manière dont le gouvernement va dire aux réfugiés, maintenant, ce qui a fait que vous partiez n'est plus. C'est aussi une façon de dire, je me préoccupe de vos droits. Et au lieu de m'en préoccuper tant que vous êtes à l'extérieur de votre pays, venez, je m'en charge, vous êtes sur le terrain, vous êtes dans votre pays et je le ferai étant chez vous. Mais tant que donc les questions sérieuses, précises ne sont pas touchées, c'est ce qui justifie la réticence des uns et des autres. L'administratif ne sera pas à l'aise d'aller dire « venez » lorsqu'il sait qu'il y a des questions qui lui sont posées qui ne sont pas encore répondues.
Et le réfugié ne va pas dire, OK, je viens voir pour que je dise enfin, lorsqu'il sait que s'il vient, il n'est pas certain de revenir. Parler donc entre les deux, aller discuter sur le niveau des droits, moi je trouve que c'est théorique. C'est théorique parce que la première question n'est pas très bien étudiée. Faudrait-il que, avant peut-être d'aller dire, venez voir, il y ait de ces assises au cours desquelles on dirait, Dominique, lorsque vous avez décidé de partir, pourquoi avez-vous pris la dernière décision? Qu'est-ce qui a fait que vous fuyiez votre pays? Alors il dit, moi je ne pouvais pas aller à Nyakabiga, je ne pouvais pas aller ainsi de suite. Là alors, on dit, non, mais venez, même en équipe, on va vous faire voyager et vous verrez que Nyakabiga c'est passable. Alors, si cela est fait, il a si bien dit, il a décidé de venir. La question donc est là. Me dire que vous voulez vous préoccuper de mes droits dans mon camp d'asile, c'est vraiment, je ne dirais pas que c'est cynique parce que c'est l'État qui le dit, mais c'est pas honnête. Monsieur Rémy, les faits sont là, les réfugiés sont toujours dans les cas. Le respect de leurs droits a quelles conséquences? C'est sûr, la cohabitation pacifique entre eux et les voisins. Les deux questions sont liées. Parce que si les camps des réfugiés burundais ne sont pas pacifiés par le Burundi, les conséquences premières sont sur le Burundi. Le Burundi aura toujours peur des attaques extérieures en provenance de ces camps. Parce que lorsque un réfugié a fui un pays et qu'il n'y a pas d'entente sur la raison qui a fait qu'il fuit, cette haine reste. Et quid de la cohabitation entre les riverains des pays hôtes? C'est-à-dire que si le réfugié est assez intelligent, accepter que je le dise de la sorte, il va convaincre celui qui l'a reçu et ils vont former une force plus grande peut-être que celui de son pays. Et c'est une menace pour le pays. Donc, le gouvernement a intérêt de ne pas avoir de réfugiés. Rappelons que le débat mosaïque continue. Il est centré sur quelle cohabitation entre les réfugiés et la population des pays hôtes et dans la région des Grands Lacs. Toujours trois invités sont sur le plateau avec nous. Il y a le directeur général et chargé du rapatriement au sein du ministère de l'Intérieur, Nestor Bimenyimana, et Dominique Seseka, ancien réfugié. Rémi Avzalimana, expert en résolution pacifique des conflits. Et quelle cohabitation peut-on espérer entre les réfugiés et les populations des pays hôtes et dans les régions des Grands Lacs? À vous, Monsieur Dominique. D'abord, j'aimerais bien revenir un peu sur ce qu'on appelle ici Go and See. Il devrait faire en sorte qu'il multiplie ce Go and See. Si j'ai décidé de rentrer moi-même au pays, c'est parce que j'ai vu. Voilà. Je suis venu 2 fois ici au pays. Et je me sentais fier d'être chez moi. Et surtout en laissant derrière moi l'étiquette de réfugié. Mais entre au pays, je suis fils majeur, je ne suis plus réfugié. Mais quand je suis rentré encore une fois au camp de réfugiés, j'ai repris mon nom là de réfugié, je portais avec là. Et ça m'ennuie beaucoup. Et il y a la nostalgie du pays natal qui grandit. Et si on retourne un peu en arrière, quelle cohabitation peut-on espérer entre les réfugiés et les populations des pays hôtes dans la région des Grands Lacs? Il y a par exemple, si on regardait comment est-ce qu'on vivait avec les Tanzaniens là, vraiment, même quelqu'un qui a fait de ses études jusqu'en 7e, il nous dédaignait beaucoup. Mukimbizi. Et tu regardes celui qui te dit Mukimbizi, tu dis mais finalement, il y a ici un problème. Tu arrives ici, puisque c'est chez toi, ben peut-être il y en a qui ne peuvent pas dire, ils disent sur la patrie. Oui, ça. Cette façon de se lancer avec froideur de mots
font qu'à un certain temps, le courant n'avance pas comme il se doit. Rendons-nous alors en RDC au camp de Mlongwe où notre confrère Jérémy Kouima nous décrit la cohabitation qui existe entre les réfugiés burundais et les Congolais et riverains du camp. Les réfugiés pour leur part ne trouvent pas l'importance de déplacer les marchés alors qu'ils sont en même temps vendeurs et acheteurs entre eux-mêmes. Ils disent être interdits désormais de sortir du camp pour aller au marché ou même pour se promener, sinon ils se font tabasser. On les écoute. La situation n'est pas bonne. Auparavant, on pouvait louer des périmètres pour la culture, mais ils nous ont bloqués. Aujourd'hui, nous sommes coincés dans les camps et l'argent qui nous est remis par les HCR n'est pas suffisant pour notre alimentation ou la scolarité des enfants. Mais aujourd'hui, on ne quitte plus les camps et pour cela, nous demandons à ceux qui nous dirigent de se mettre autour d'une table pour trouver une solution à l'amiable afin que les choses reviennent comme elles étaient auparavant. Des acteurs de la société civile de Mulongwe Mwakembe que nous avons contactés vendredi 20 septembre 2024 disent être bien au courant de cette situation. Ils accusent les réfugiés d'être intransigeants et les autorités politiques de ne pas bien gérer la question, mais aussi au HCR de n'avoir pas créé un climat de convivialité entre les deux parties. Quand ils sont venus, ils ont occupé 60 hectares. On a pensé que cela pouvait faire rayonner notre milieu, ça pouvait amener du développement, mais malheureusement, ils ont concentré tout leur développement au camp et nous autres, les habitants, nous sommes restés comme ils nous ont rencontrés. Rien n'a changé, aucun signe de progrès. Et pour cela, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Il faut que ces camps puissent contribuer également au rayonnement du milieu. Le chef de camp de Lucenda, M. Denis Numbi, tranquillise et demande à la population de Mulongwe de privilégier le climat qui a prévalu depuis plusieurs années et d'éviter la manipulation. Retenez enfin qu'environ 50 000 réfugiés burundais vivent encore dans les deux camps situés en territoire des Fizi, à savoir Lucenda et Mulongwe. Et ça, c'était en RDC. Et qu'en est-il au Burundi? Notre collègue Apollinaire Mozagala s'est rendu au camp de Moussassa, abritant les réfugiés congolais. Il nous relate les faits. Les réfugiés congolais de ce camp de Moussassa, Ngozi, reconnaissent la bonne cohabitation entre eux et les Burundais des collines voisines de ce camp, comme Buhama, Kabanga, Mufigi et autres. Selon ces réfugiés, cette cohabitation est caractérisée par des projets agro-pastoraux communs entre ces réfugiés et les voisins burundais, d'après Aboubakar de la coopérative UPN. Il puise même sur la même source sans heurts. Ces réfugiés louent des champs à cultiver et récoltent sans problème, renchérit-il. Cette bonne cohabitation est confirmée même par la population burundaise des collines proches. Elle parle aussi des mariages contractés entre Congolais et Burundais, s'approvisionnent selon toujours eux sur le même marché et rentrent ensemble paisiblement, même sans de cloche chez les administratifs à la base. Selon le chef de Corinne Kabanga, Elisabeth Ndouimana, pas de problème majeur entre ces Congolais et Burundi. Les camps de réfugiés congolais de Moussassa comptent plus de 20 000 réfugiés et datent de plus de 20 ans. Retournons au studio et je m'adresse à vous, Monsieur Dominique et CCK, en tant qu'ancien réfugié. Et qu'est-ce qui est à la base de ce climat malsain entre les réfugiés et les voisins des pays hôtes? Mais peut-être avant de répondre à cette question, il y a une idée qui me venait en tête. Pourquoi il y a des groupes, il y a des Burundais en RDC, réfugiés. Il y a des Congolais réfugiés au Burundi. Moi, je ne comprends pas en tout cas. Vous allez m'excuser. Bon, c'est une situation qui est comme ça, mais de toutes les façons, notez que nous avons des réfugiés burundais qui sont en RDC. Et la RDC dispose des Congolais qui sont des réfugiés au Burundi. Surtout les réfugiés, la population de la littorale sud, la région qui est aujourd'hui caractérisée par des conflits armés. Et selon Dominique CCK, il veut quelle explication à ce paradoxe? Bon, c'est une situation humanitaire qui est conçue comme ça. Donc, personne ne choisit pas d'être réfugié. Donc, les Burundais se sont réfugiés en RDC. Ça, c'est un point. Et puis, à un certain moment, même les Congolais se sont réfugiés au Burundi.
En bilatéral, nous discutons avec les Congolais, les autorités congolaises sur cette situation. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre que le Burundi ait des réfugiés burundais en RDC et la RDC ait des réfugiés congolais au Burundi. C'est une situation paradoxale. Mais dans le cadre humanitaire, c'est normal. Monsieur Rémi Habzaliman, en tant qu'expert en résolution pacifique des conflits, qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Le paradoxe est expliqué par le simple fait que les pays en voie de développement ne comprennent pas encore que la paix qui est prise comme l'absence de guerre équivaut au développement. En fait, s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. Or, le développement ne se conçoit que lorsque on oublie un peu les frontières, on oublie un peu les limites provinciales, on oublie même les limites tribales, ethniques et tout ce qui se caractérise, qui prend de l'ampleur dans nos régions. En fait, lorsque nous voulons vraiment que cette dichotomie, enfin, ce qu'il a qualifié de paradoxal, s'annule, ça ferait que les Burundais soient préoccupés, la politique burundaise soit préoccupée par les questions politiques congolaises. Et que les questions burundaises préoccupent la politique congolaise. Et on n'y est pas encore malheureusement. C'est-à-dire que la paix ne sera là que lorsque un Kinois, donc un habitant de Kinshasa, sera sûr qu'un habitant de Bujumbura vit paisiblement et vice-versa. Et lorsque cela ne se fait pas, en fait, on préfère négocier plutôt la sécurité des réfugiés congolais. Une délégation quitte Kinshasa pour venir garder nous jalousement ces réfugiés. Et les délégations burundaises iront au Congo pour dire gardez-nous jalousement ces réfugiés. Vous comprenez que c'est l'inverse. Au lieu d'aller dire est-ce que vous permettez que ceux qui ont fui ma politique, on discute de ce qui fasse qu'ils rentrent, on va plutôt dire éloignez-les le plus loin possible pour qu'ils ne dérangent pas ma sécurité. Vous comprenez donc que ce n'est pas possible. Et la politique et la convention dont il a parlé là veut que plutôt le réfugié congolais soit le plus éloigné de la frontière congolaise possible. Et je suis étonné plutôt que les réfugiés burundais soient plus près du lac Tanganyika. C'est contre cette loi justement. Vous comprendrez donc que tant que les pays en voie de développement ne posent pas leurs priorités sur leurs citoyens, pour que la politique tourne autour du citoyen burundais, et partout où il est, le développement ne vient pas et la sécurité ne vient pas. Et là, le Congolais fera la même chose. Malheureusement, ce paradoxe ne se remarque pas en France. Si vous permettez, s'il y a un problème d'un Français sur le territoire burundais, le gouvernement français se lève ce même jour. Il y va suivre son citoyen. Et c'est pour cette raison qu'on ne connaît pas de camp de réfugiés français. Mais si les Burundais donc veulent annuler tous les camps de réfugiés, il faudrait-il que la politique burundaise priorise la situation de tout Burundais, partout où il est. Et tant que cela n'est pas fait, les problèmes seront là. Les réfugiés vont réclamer les droits dans les pays qui ne sont pas les leurs. Et alors que ceux qui les reçoivent, vous avez entendu dans le reportage, disent on leur a octroyé 60 hectares. Et effectivement, qu'est-ce qui cause ce climat malsain entre les réfugiés et les riverains du camp? Parce que en Kirundi, on dit que dans les pays en voie de développement, les citoyens sont pauvres. Ils voudraient que leur pays fixe ses priorités sur ses citoyens. Et lorsque quelqu'un qui n'a pas suffisamment de terre à cultiver, en tant que vous avez octroyé 60 hectares aux réfugiés qui ne sont pas nationaux, c'est-à-dire que ce que vous avez donné aux réfugiés devrait lui revenir. Pourtant, au Burundi, c'est le pays le plus petit par rapport à la RDC. On ne se plaint pas. Vous l'avez entendu dans le reportage d'Apollinaire Muzagara. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? C'est normal, madame. La communauté burundaise est naturellement hospitalière. Oui.
J'ai visité les camps bien que ça ne rentre pas dans ma charge, dans mes missions, mais j'ai visité les camps des réfugiés congolais qui sont éparpillés ici au Burundi. Franchement, ils cohabitent très pacifiquement avec la communauté burundaise. Les enfants réfugiés étudient ensemble avec la communauté, les élèves burundais. Donc, ils partagent le même marché, ils partagent les églises, ils cultivent ensemble même. Ils sont intégrés même dans les coopératives des Burundais. Donc, c'est question tout simplement de l'hospitalité que les Burundais disposent et ils savent comment gérer. Et une autre chose, la communauté burundaise a été suffisamment sensibilisée de cette cohabitation. Oui. Il a été suffisamment sensibilisé. L'administration est là pour sensibiliser. Et ils connaissent, la communauté burundaise connaît que les Congolais, un jour, ils vont partir chez eux. Ils vont partir. Ils ne vont pas partir avec les terres, ils ne vont pas partir avec les écoles. Mais ce qui est sûr est que l'hospitalité des Burundais doit être plutôt renforcée pour que la bonne cohabitation soit toujours continue. Et que j'aimerais ajouter une chose. Les Burundais sont des travailleurs. Partout où ils sont, ils essaient de combattre, de gagner leur vie. Et c'est ce qui cause ce climat malsain. Par exemple, là où j'étais, en Tanzanie, en tout cas, quand vous voyez ces Tanzaniens, les Bahala, sont des très pauvres, des gens vraiment qui ont même des difficultés de laver les habits. Mais quand on recevait donc le petit vivre là, et puis on travaillait les terres, les Burundais quittaient les camps de réfugiés pour aller chercher des places où ils vont cultiver. Ils essaient de faire aussi des petites boutiques. Ils vendaient des choses. Vraiment, chaque fois quand vous voyez un Burundais sortir en costume, et quand les nationaux, quand ils le regardent, ils disent mais je vous informe, un jour, il y a des parlementaires qui sont venus dans les environs de là où nous étions. Ils ont dit, si ces réfugiés, demain, s'ils rentrent chez eux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vont garder? Qu'est-ce qu'ils vont nous laisser? Vous voulez qu'ils vous laissent quoi? Ils ont dit qu'ils nous donnent ces habits qu'ils ont et ces boutiques. Ça, c'est vrai. Les parlementaires ont dit, vous êtes des dingues. Mais écoutez bien, les hôpitaux étaient construits en matière rudimentaire, des roseaux, de quoi, construisés en dur. Dès que vous partez, nous allons rester avec ces bâtiments ici. Et c'est par là que maintenant l'OACR a commencé à construire en dur. Prenons le cas d'Ikando Mulongwe et de ces riverains. Et qu'est-ce qui cause ce désaccord ou cette mésentente entre eux et les réfugiés burundais? J'aimerais bien vous dire que moi j'ai vécu là, depuis 1912 jusqu'en 1977. Qui travaillait beaucoup dur, c'était des Burundais qui allaient chercher ce qu'on appelle les tâches, travailler chez les Congolais là-bas. Et les gens de là, de Mulongwe, ils vivent du commerce, tout simplement. Mais, question de champs, ce sont des paysans qui quittent les montagnes, là qu'on appelle les Kitundu, je crois, qui viennent avec quelque chose sur leur dos. C'est-à-dire, en quelque sorte, ils ont faim. Ces Burundais qui reçoivent ces maïs, c'est quoi? Ils mangent peut-être, ils trouvent qu'ils mangent à leur faim. Les Congolais ou bien les Aïrois qui sont là à côté, ils ont faim. Mais ils vivent de leur sueur. Mais ce n'est pas ce qu'ils voient. C'est-à-dire que l'OACR devrait organiser et donner même des vivres aux environs, donc aux alentours, pour qu'eux aussi, ils reçoivent quelque chose. Puisque quand ils commencent à dire qu'ils ont pris notre terre, c'est-à-dire qu'ils devraient avoir quelque chose en échange.